Bonjour tout le monde. Alors sans plus tarder, je passe la parole au professeur Antoine Pellissolo, qui est professeur à l'Université Paris-Est Créteil, comme le montre son écran, et qui est aussi chef de service du service de psychiatrie sectorisé à l'hôpital Albert Chenevier, et qui nous a fait l'honneur et l'amitié d'accepter de présider la conférence de Monsieur Malbos qu'il va présenter. Antoine, à toi. Merci beaucoup Marion. Merci d'avoir prévu cette session dans le cadre de cette année sur, je pense, quelque chose qui va bien correspondre à cette présentation, donc des nouvelles formes de psychothérapie, de thérapie psychosociale. Je vais juste dire quelques mots de l'intervenant qui est le docteur Éric Malbos, qui est psychiatre, praticien hospitalier, non pas sur Mars, comme on pourrait le croire, mais à Marseille. D'ailleurs, c'est proche. Comme psychiatre et chercheur donc, au sein du pôle de psychiatrie du CHU de la Conception de Marseille, je pense en lien assez direct avec le professeur Lançon. Euh, je crois que c'est devenu maintenant le spécialiste des thérapies en réalité virtuelle en France. Ça fait plus de 15 ans qu'il s'est spécialisé vraiment de manière très intense dans ce domaine. Après s'être formé, je crois, à l'étranger, dans différents pays, pour nous dire un mot, notamment en Australie, il me semble, au tout début. Et avec le développement de ces thérapies dans différents domaines. Alors aujourd'hui, on va se centrer sur les troubles anxieux parce qu'il faut forcément faire des choix, mais il a la grande qualité de pouvoir être polyvalent, donc aussi bien dans les soins et l'application, je pense surtout quand même des thérapies comportementales et cognitives, mais avec l'outil de la réalité virtuelle, et il a aussi la capacité de créer lui-même les environnements comme designer ou l'équivalent en environnement virtuel. Et donc, c'est très intéressant pour pouvoir inventer de nouvelles procédures. Donc, c'est ça qui va nous présenter. Donc, sur les troubles anxieux notamment, mais je pense qu'on verra l'étendue un peu du champ que vous connaissez sûrement déjà un petit peu, mais qui, je pense, n'est pas encore suffisamment connu dans ses applications possibles. Donc, c'est ça l'intérêt de cette présentation. Et puis, on aura l'occasion donc de poser des questions. Moi, j'essaierai peut-être de l'interroger sur certains points en cours de discussion, de présentation. Et puis, à la fin, évidemment, il y aura un temps d'échange avec nos auditeurs. Donc, merci beaucoup, Eric, d'avoir accepté cette présentation. Et vous avez donc maintenant la parole et l'écran. Merci encore. Fantastique. Merci beaucoup, professeur Pellissolo, pour cette introduction. Donc, on va commencer tout de suite, pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit et le faire à votre rythme. Donc, je vais essayer de faire un écran partagé sur PowerPoint. On va voir si ça fonctionne. Oui. Alors, juste pour savoir, est-ce que vous le voyez là? Comme je n'ai pas de retour, je ne sais pas. On voit un triangle, on voit un triangle. Voilà, c'est parfait, c'est ce que je voulais savoir. Parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Bien, alors, donc effectivement, je me réintroduis puisque le professeur Pellissolo, donc cher président de séance d'ailleurs, sur la personne que je suis et sur ce que j'ai étudié. La seule chose qu'il faut effectivement souligner, c'est que, en plus d'être psychiatre, effectivement, je design moi-même les environnements virtuels. Ça veut dire que j'ai aussi un regard technique et créatif sur les environnements virtuels qu'on utilise en psychiatrie pour traiter les patients qui ont des troubles mentaux. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est la thérapie par exposition à la réalité virtuelle pour les troubles anxieux. On peut utiliser la réalité virtuelle pour de nombreux troubles mentaux, mais aujourd'hui, c'est le sujet, c'est pour les troubles anxieux, donc les phobies, les troubles anxieux généralisés, les TOC, etc. Voilà, alors, vous avez beaucoup de chance, vous qui nous écoutez, puisque nous vivons en ce moment au XXIe siècle, et c'est un siècle de grands changements, puisque c'est au cours de ce siècle que vous verrez de nombreuses révolutions se passer pour notre société et qui vont vous concerner et qui vont concerner, je pense, une bonne partie de l'humanité. Voilà. Il va s'agir donc par exemple de la fusion nucléaire, c'est la prochaine source énergétique de l'humanité, donc avec les centrales à fusion nucléaire comme celle qui a donc à Cadarache, comme ITER. L'évolution de l'intelligence artificielle, qui concernera aussi de toute façon la psychiatrie et la psychologie, parce que c'est ce qui va. La présence d'avatars dans les environnements virtuels, donc de personnages, est commandée par une intelligence artificielle, donc c'est une évolution qui concerne directement votre métier. Et donc 66% des experts mondiaux pensent que l'intelligence artificielle atteindra un état de conscience, c'est-à-dire sera consciente,
au cours du XXIe siècle. Donc là, ça pose des questions très passionnantes, hein, et ça concernera aussi la psychiatrie. Évidemment, les robots aussi, hein, les robots qui font des progrès de plus en plus, et ça peut avoir une application en médecine pour aider les personnes âgées, par exemple, hein, ou la rééducation, mais aussi d'un point de vue économique. La présence d'ascenseurs orbitales, là c'est plutôt pour l'espace, hein, pour envoyer des hommes dans l'espace, non plus dans des fusées, mais par un ascenseur. La société Obayashi s'est proposée d'en construire un pour 2050. Les imprimantes 3D, bien sûr, et également la cryopréservation, ce qui veut dire que maintenant nous avons accès à un certain degré à l'immortalité, c'est-à-dire que vous pouvez dire à vos patients qu'il n'est plus nécessaire de mourir. Vous avez 3 sociétés dans le monde qui le proposent, et ça rassure beaucoup les patients qui ont cette peur parfois ou cette angoisse de mourir, pour leur dire que la mort n'est plus obligatoire, et que maintenant on peut faire un choix, celui de se faire cryopréserver pendant des siècles, pour se faire réanimer au XXVe siècle ou au XXVIe siècle, quand la médecine aura fait des progrès conséquents. Alors, dans cette. Voilà, ça fait un peu science-fiction, mais vous voyez, c'est du présent, hein, c'est vraiment ce qui est en train de se passer maintenant. Et le voyage sur Mars, vous avez peut-être dû assister à l'atterrissage du rover sur Mars, hein, dont la mission principale est de retrouver les traces de vie anciennes sur Mars. Eh bien, c'est vraiment ce qui se passe et ce qui va se passer au cours de ce siècle. Et une des révolutions majeures et la raison de votre présence ici, c'est-à-dire, bien sûr, ceci. Alors, comme je ne peux pas vous entendre, a priori, je ne peux pas vous poser la question de ce que vous voyez, mais je peux peut-être la poser au professeur Pellissolo. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Eh bien, je ne sais pas bien. Vous allez nous dire. Matrix. Oh, j'ai entendu une réponse. Ah, donc vous pouvez parler en fait, je peux vous entendre. D'accord. Donc vous avez raison, c'est Matrix. Et plus précisément, que fait cet enfant? Pour ceux qui peuvent parler. Hein. Il me semble qu'il explique au héros que la cuillère n'existe pas. Alors c'est ça, mais surtout ce qui est intéressant, vous avez raison, c'est ça. Hein. La cuillère n'existe pas et surtout il plie la cuillère par la volonté dans cet environnement. Que tous croient être un environnement, enfin que la majorité croit être un environnement réel. Eh bien, en fait, finalement, cette notion de contrôle, c'est exactement ce que vous pose la réalité virtuelle, puisque vous, en tant que médecin, en tant qu'expert, en tant que psychiatre, donc vous pouvez vous-même avoir un impact, un rôle très important dans les environnements virtuels de votre patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un contrôle très important, puisque vous pouvez contrôler, par exemple, des événements comme l'atterrissage d'un avion, l'ouverture des sas, le comportement d'un chien virtuel, la quantité de sang ou de saleté dans une salle. Donc, vous avez un contrôle sur cette réalité virtuelle dans un but thérapeutique qui est très important. Et ça, ce contrôle, on ne l'a pas dans la réalité. Hein. Vous ne pouvez pas contrôler les turbulences dans un avion dans la réalité. Mais là, dans la réalité virtuelle, dans un intérêt thérapeutique, bien sûr, vous pouvez le faire. C'est ce que veut dire un petit peu cette photographie. Donc, la réalité virtuelle, je vous fais juste un rappel de la définition très brève. Hein. Bon, déjà, ce terme vient du metteur en scène français Antonin Artaud, qu'il avait introduit pour le théâtre, hein, dans son livre donc sur le théâtre. Et l'idée, c'était en fait de redécouvrir le théâtre dans toute sa liberté. Hein. C'était le but de ce metteur en scène, donc dans le théâtre et son double. En tout cas, la définition actuelle de la réalité virtuelle, celle que vous trouverez dans la littérature, c'est qu'il s'agit en fait d'un ensemble de matériel technologique, ça veut dire votre ordinateur, votre PC, hein, les casques de réalité virtuelle qu'on peut trouver dans le commerce maintenant pour tous, qui permettent à vos patients, donc l'utilisateur, d'interagir en temps réel avec des environnements créés par ordinateur. Et ceci à l'aide de ses sens, ce que votre patient voit, ce que votre patient entend, et les actions de votre patient. Alors, on a l'impression que c'est récent et beaucoup de personnes pensent que oui, c'est moderne, c'était il y a quelques années, etc. Mais pas du tout. La réalité virtuelle est très ancienne, puisque vous voyez, moi personnellement, je l'ai utilisé dès 1980, enfin pas utilisé, j'en ai bénéficié dès 1991 parce qu'il y avait des jeux vidéo, des jeux d'arcade. Hein. Vous savez, à l'époque où on mettait les pièces dans les machines pour jouer aux jeux vidéo. Eh bien, en 1991, à New York, il y avait une salle d'arcade qui en avait un en 1991. Hein. Vous vous rendez compte, il y a déjà, waouh, il y a déjà 30 ans. Et ouais, donc la technologie était déjà là. Alors évidemment, les graphismes sont
très basiques, hein, on les voit sur la gauche, mais déjà, on avait un peu la notion d'immersion, etc. Voilà. Vous, professeur Pellisso, vous y avez joué ou pas dans les années 90? Oui, bien sûr, même avant. Oula. Non, mais on avait commencé les études effectivement à peu près dans cette période-là, hein, dans 95, enfin, avant les années 2000. C'est ça, effectivement. Donc, parce que vous faisiez partie de la première génération de chercheurs, les pionniers en fait, qui ont vraiment innové dans ce domaine, hein, qui étaient au départ complètement nouveaux. Et en fait, les études cliniques sont plus anciennes encore. Ça n'est vraiment que depuis quelques années qu'on en parle beaucoup, mais retenez simplement que c'est là depuis longtemps, que la technologie est depuis longtemps, et que les études cliniques, comme celles faites par le professeur Pellizzolo, sont là depuis longtemps. Donc, le véritable grand pas dans la popularisation, la démocratisation de ce support a commencé en 2012, puisque c'est un gamer, une personne qui joue aux jeux vidéo, Palmer Luckey, qui en avait assez de ces casques chers ou pas assez immersifs, qui a créé son propre casque, hein, avec des pièces, et qui s'appelle donc l'Oculus Rift. Et maintenant, l'Oculus Rift est très populaire, hein, et Facebook l'a racheté en 2016, hein, pour 2 milliards de dollars, milliards. Hein. Donc, vous voyez que Facebook s'est lancé dans la course, et maintenant, Sony, HTC, Samsung, plein de marques chinoises, comme Xiaomi aussi, se sont lancées dans la course, et ça y est, la révolution est enfin là, et surtout, pour vous, médecins, et pour vos patients, elle est enfin accessible. Là, c'est les modèles actuels que vous pouvez trouver dans le commerce, hein, à la Fnac, Amazon, d'artistes que vous voulez. Ou Radio Shack si vous êtes au Canada. Donc, vous avez ici le casque Oculus Rift S qui est sur la gauche et le casque HTC Vive Cosmos. Ce sont ces deux visiocasques qu'on utilise principalement en thérapie et que vous pouvez trouver vous-même, hein, donc sur ces commerces. Et vos patients, c'est ça qui est intéressant, vos patients aussi peuvent acquérir ces visiocasques pour la thérapie. Très récemment, il y a quelques mois, donc à la fin de l'année dernière, est sorti le Oculus Quest 2 de la marque Oculus. Vous voyez l'avantage de ces modèles 6, c'est que c'est encore plus fort. Il n'y a même plus besoin d'ordinateur. Vous avez tout ce qu'il vous faut et tout ce que votre patient a besoin pour se traiter dans le visiocasque sans PC et sans câble. Donc là, c'est extrêmement accessible. Je vous rappelle que ce visiocasque vaut 350 €. Alors, je ne vous dis pas parce que je travaille pour Oculus, hein. Je travaille pas pour Oculus. Mais je vous le dis pour vous dire que pour 350 € maintenant, c'est extrêmement accessible. Maintenant, beaucoup de personnes peuvent accéder à la réalité virtuelle, même sans PC, donc juste avec cette somme-là. Et je vous dis ça parce qu'à l'époque où le professeur Pellizzolo faisait des expériences, et moi aussi, donc un visocasque, ça coûtait 13 000 €. Donc on est passé de 13 000 € à 350 €. Vous voyez à quel point c'est maintenant considérablement accessible pour vous, bien sûr, mais aussi pour vos patients et pour le grand public. Alors évidemment, dans le passé, on avait des jeux vidéo comme ça, et alors là, donc, d'ailleurs, est-ce que vous reconnaissez, pour ceux qui ont connu les années 1980-1990, est-ce que vous reconnaissez ces jeux vidéo? Je vous écoute. Professeur Pellizzolo, peut-être? Non, moi je suis absolument nul en jeux vidéo, donc à part Tetris mais on va trouver des geeks, je pense, plus facilement. Peut-être. Je ne sais pas si vous pouvez parler de ceux qui sont en ligne. Si c'est le cas et si vous les reconnaissez, manifestez-vous. Je vous laisse quelques secondes pour deviner. Non, personne? Bon. Donc là, ce sont des jeux vidéo qui étaient sortis dans les années 1980 et début 90. Tous les deux sont de Ubisoft, hein. Donc à gauche, on a Asphalt, qui était sorti sur un ordinateur qui s'appelle Amstrad en 1985. Et à droite, on a Unreal, qui était sorti sur le Commodore Amiga en 1989-90. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous montrer l'évolution. Là, c'est sûr qu'avec des graphismes comme ça, vous ne pouvez pas traiter les patients. C'est pas en 3D, c'est trop rustre, c'est trop simple. Et votre patient ne sera pas immergé, il n'y croira pas à l'avion virtuel, il n'y croira pas aux personnes qui fument, il n'y croira pas à l'araignée virtuelle avec des graphismes comme ça. Heureusement, ça a beaucoup changé. Alors, est-ce que ça, par contre, c'est beaucoup plus récent. Est-ce que certains d'entre vous le reconnaissent, ce jeu? Voilà, j'ai entendu une voix, mais très lointaine, comme dans une caverne. Non?
Là, il s'agit encore d'Ubisoft. Hein. Ubisoft donc, qui a sorti ce jeu qui s'appelle Assassin's Creed. C'est la grande licence Assassin's Creed. Et là, c'est Assassin's Creed Odyssey. Donc, vous voyez l'énorme progrès par rapport à tout à l'heure. On est passé de ça, donc dans les années 1980, à ça en 2018. Et là, maintenant, c'est bon. On a un niveau de réalisme suffisant pour que vos patients y croient quand ils sont dans un environnement virtuel thérapeutique, donc qui a pour but de les traiter. Voilà. C'est un excellent jeu par ailleurs que je vous conseille. Et je ne travaille pas non plus pour Ubisoft. Hein. Alors, le Juste contexte... si je peux me permettre, Oui. Eric, vous y reviendrez peut-être après, mais est-ce que là, pendant longtemps, on a parlé de la question du réalisme, en effet, pour poser la question de savoir est-ce que le réalisme est vraiment essentiel pour l'immersion, oui, en tout cas pour l'efficacité. Enfin, en un mot, vous semblez dire que oui, enfin, ça semble être l'élément déterminant en partie. Absolument. Après, c'est une très bonne question que vous soulevez, vous avez raison de le soulever, parce que c'est bien être réaliste, mais il ne faut pas non plus être obsédé par le réalisme. Il faut non plus chercher une perfection. Il faut juste retenir en fait que le plus important est d'avoir les éléments qui sont pertinents pour le patient que vous traitez. Si le patient a peur des araignées, l'élément pertinent va être bien sûr tout ce qui ressemble à une araignée. Pour le patient qui est claustrophobe, l'élément pertinent, ça va être les portes, les espaces, les autres, les grilles d'aération. Si ces grilles d'aération, si ces portes sont suffisamment réalistes, c'est suffisant. Il n'est pas nécessaire de créer toute la réalité. Donc finalement, c'est bien être réaliste, mais il faut surtout se concentrer sur la pertinence des éléments présents par rapport, évidemment, aux troubles de votre patient. Donc là, par exemple, dans cet exemple-ci, ce n'est pas la peine d'avoir recréé tous les palmiers et les temples, et etc. Là, ce n'est pas forcément nécessaire si votre patient a juste peur de l'ascenseur. Hein. Voilà. En tout cas, sachez que la réalité virtuelle, on l'utilise donc dans les CHU en France, enfin dans les pays francophones, pardon, pour traiter différents troubles, les troubles anxieux, donc ceux d'aujourd'hui. Mais sachez aussi qu'on l'utilise pour le stress post-traumatique, les addictions, le jeu pathologique, les troubles du comportement alimentaire et de manière expérimentale pour la schizophrénie. Les troubles anxieux, donc je ne reviens pas là-dessus, hein, je pense que vous savez ce que c'est. Hein. C'est un état de vigilance douloureuse, un état d'appréhension, hein, et c'est considéré comme normal dès l'instant que ce n'est pas trop intense ou trop prolongé. Mais ça rentre dans le domaine pathologique dès que c'est trop intense et trop prolongé. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que bien sûr, vos patients qui sont anxieux, ça correspond à un état d'esprit qui est tourné vers l'avenir. Ils ont peur qu'il se passe une catastrophe, que l'avion s'écrase, que les chiens leur mordent, qu'ils aient une maladie. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va justement mettre dans les environnements virtuels lors de l'exposition. Donc, les troubles anxieux, je vous rappelle, sont une famille hein, qui regroupe les phobies spécifiques, les phobies sociales, l'agoraphobie, les troubles anxieux généralisés. Je vous rappelle que depuis le DSM-5, le TOC n'en fait plus partie, c'est pour ça que je l'ai barré. Et le stress post-traumatique n'en font plus partie non plus. Ils ont maintenant leurs entités distinctes. Voilà, mais je vous l'ai mis pour vous rappeler. La prévalence, vous voyez que ça concerne quand même sur la vie 21% en France, donc il y a quand même une personne sur 5 en France qui en souffre. Pour la Suisse, s'il y a des personnes suisses ici, ouais, c'est plus élevé. Alors je ne sais pas pourquoi la Suisse, hein, est-ce que c'est parce qu'il y a l'argent, les banques, les comptes cachés voilà, je plaisante. Hein. Et pour le Canada, vous voyez qu'ils sont un peu plus étendus au Canada. Hein, c'est bien d'aller vivre là-bas, hein, c'est 14%. Alors, le traitement de référence, enfin la psychothérapie de référence, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Vous avez plusieurs moyens de traiter les troubles anxieux, mais celle qui fait référence à l'heure actuelle, c'est les TCC. Alors, référence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les méta-analyses, les études ont démontré que c'était très efficace, plus efficace que bien sûr les traitements médicamenteux et qu'une liste d'attente. Et plusieurs instituts gouvernementaux aux USA, en Angleterre, la considèrent comme effectivement le traitement standard des troubles anxieux. Alors, cela dit, il y a quand même un problème dans la TCC, si vous en faites vous-même, c'est que c'est bien beau d'exposer votre patient à un avion, ou à un vrai chien, un vrai serpent, une vraie araignée, un vrai ascenseur, mais la difficulté, c'est que vous le savez, il faut que la thérapie soit progressive. C'est un apprentissage. Si vous jetez un enfant qui ne sait pas nager dans l'océan, ça ne va pas l'aider à apprendre à nager, vous allez le traumatiser. Et c'est pour ça que la thérapie doit être progressive. Mais la difficulté, c'est qu'elle peut difficilement être progressive si vous ne pouvez pas contrôler les éléments qui s'y produisent. Les nuages, les turbulences d'un avion, le comportement d'un chien, le comportement des autres, etc. Donc, il est très dur, dans la réalité, d'exposer un patient
à des environnements dont vous ne comprenez pas les éléments. C'est ça le problème. Ensuite, il y a un autre problème, c'est, voilà, je ne sais pas qui parmi vous accompagne son patient dans les avions, dans les embouteillages, dans les ascenseurs, mais il faut reconnaître que c'est exceptionnel. Quasiment personne ne fait ça, parce que ça prend beaucoup trop de temps. Si vous devez accompagner votre patient dans un avion, mais vous en avez pour un jour entier, ou 2 jours. Donc voilà, à moins que votre patient soit une star ou un millionnaire qui va donc vous régler pour 2 jours, c'est peu probable. Donc ça prend trop de temps et c'est trop cher en fait. Et la sécurité sociale ne pourrait pas prendre en charge 2 jours continus de thérapie comme ça. Donc on a ces problèmes pratiques avec la TCC et c'est pour ça que le professeur Pellissolo s'est lancé à l'époque donc dans ses études pour la réalité virtuelle pour surmonter justement ces difficultés. Et après, donc j'ai pris la suite. Donc, vous voyez, en fait, en résumé, en photographie, les problèmes. Les problèmes de la réalité, c'est que vous voyez, dans un métro, vous ne pouvez pas contrôler le nombre de personnes dans le métro. Eh bien, vous ne pouvez pas contrôler aussi la présence d'une panne dans un ascenseur, le nombre de personnes dans l'ascenseur, le nombre de personnes dans un supermarché pour les agoraphobes. Ça, vous ne le contrôlez pas. Eh bien, c'est ce que peut faire justement la réalité virtuelle. C'est, elle, par contre, vous permet de contrôler ces paramètres pour que la thérapie soit très progressive. Parce qu'il faut vraiment que l'exposition se fasse en douceur pour avoir une efficacité thérapeutique donc avec votre patient. Donc, les premières études remontent en fait à 1992. Ça veut donc dire qu'il y a 29 ans de publication sur ces questions et que donc on sait depuis bien longtemps que c'est efficace pour traiter les troubles anxieux. Alors, quels sont les avantages de la réalité virtuelle? C'est précisément le fait que vous pouvez tout contrôler. Turbulence, comportement du chien, etc. Vous pouvez présenter n'importe quel type de situation, parce que c'est ça l'avantage. C'est que dans votre cabinet ou dans votre hôpital, vous avez tout à votre disposition, que ce soit l'avion, que ce soit l'embouteillage, que ce soit les hauteurs, que ce soit le pont, la conduite sur autoroute, etc. Donc là, c'est très bien. Vous pouvez les contrôler. C'est confidentiel puisque c'est à l'hôpital. C'est graduel puisque vous pouvez contrôler les paramètres. Vous pouvez les répéter autant que vous le voulez. Et c'est vrai qu'on nous demande, voilà, s'il vous plaît, moi j'aimerais refaire le décollage. C'est le décollage qui me pose problème en avion. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire le décollage? Pas de problème. Au cours d'une même séance d'une demi-heure, vous pouvez faire 15 décollages. Pour l'expérimentation, vous pouvez monitorer leurs paramètres physiologiques. Il y a une meilleure motivation aussi. Hein. Ils sont très motivés. Ah ouais, c'est nouveau, c'est comme un jeu vidéo. Les jeunes, ils aiment beaucoup. Et bien sûr, vous pouvez faire une séance ainsi en 30-45 minutes, alors que ce serait impossible dans la réalité. Alors voilà, là, c'est ce que voit le thérapeute, c'est ce que vous voyez quand vous avez des environnements virtuels. Et c'est ce qui peut aussi vous rassurer, parce que parfois, je vois des médecins qui ont peur que ce soit trop compliqué, qu'il y ait 30 000 procédures. Pas du tout. Maintenant, vous avez des sociétés privées comme C2Care, comme InVirtuo, comme NeuroVR, qui vendent des environnements virtuels clés en main pour les médecins. Donc, il vous suffit juste d'un clic, vous voyez, c'est très facile, de cliquer sur la pathologie en question et l'environnement démarre pour votre patient. Donc, c'est extrêmement accessible à ce jour. Voilà, c'est pour ça que voilà, le professeur Pellissolo et moi-même, donc on forme des personnes à ça, on forme des professionnels pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur hôpital, dans leur cabinet. Donc, maintenant, c'est accessible pour tous les professionnels, hein, où que vous soyez dans le monde. Là, vous voyez, c'est votre interface. Donc, c'est l'interface côté médecin. Et vous pouvez voir que vous pouvez contrôler vous-même tous les paramètres. Là, c'est pour l'acrophobie, la peur des hauteurs. Et regardez bien, donc on peut effectivement contrôler directement l'étage. Hein. Ici, vous voyez, étage 1, étage 5. Vous pouvez contrôler aussi les rambardes. On va commencer par des rambardes en béton qui sont rassurantes. On passera à des rambardes en corde, puis après pas de rambardes. Et c'est vous qui contrôlez tout ça. Et vous voyez, d'un coup de clic, c'est très explicite. C'est pas compliqué du tout. Et vous pouvez voir en même temps ce que voit le patient. Là, on voit qu'il est en train de traverser effectivement une passerelle avec des cordes pour se rendre sur l'immeuble d'en face. Voilà en une photo ce qui résume exactement ce qu'on fait, ce que le professeur Pellissolo fait, ce que je fais donc, dans les CHU en France. On voit un patient qui ici est agoraphobe, donc il a peur des environnements où sortir est difficile. Donc, et là, on voit qu'il conduit. Et on voit en plus ce qu'il fait, il conduit bien dans un tunnel et dans un embouteillage, situation qui est très difficile pour lui. Donc là, c'est une dernière séance, c'est pour ça qu'il affronte cet environnement qui est le plus difficile, parce qu'il a déjà fait 6 séances auparavant.
Et vous voyez, il a le sourire, hein, il est content parce que ça y est, il dit, ça y est, maintenant je suis pratiquement plus anxieux, j'ai réussi à gérer mon anxiété, je vais pouvoir bientôt de nouveau conduire dans les tunnels. Alors là, je vous ai mis un résumé des références sur les études qui ont été faites pour les différentes phobies. Vous voyez que ça fait déjà belle lurette que l'efficacité clinique a été démontrée pour toutes ces phobies. Vous avez même des méta-analyses qui sont disponibles sur les sites comme PubMed, hein, de Valmagia 2016, qui montrent effectivement c'est aussi efficace, voire plus efficace que les thérapies cognitivo-comportementales classiques, et en plus sans leurs inconvénients que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc voilà une photographie des environnements virtuels qu'on utilise dans les CHU. Donc vous voyez, là, c'est pour la peur de prendre l'avion. Et vous voyez, donc le patient est libre, hein, ce n'est pas du tout un film, hein, il fait ce qu'il veut. C'est à lui de rentrer dans l'avion, c'est à lui d'aller jusqu'au bout pour s'asseoir, c'est à lui donc, de se lever s'il a envie. Donc le patient est libre d'aller où il veut, c'est important ça. Ce n'est pas un film, hein, c'est bien un environnement virtuel interactif. Ou comme dans un jeu vidéo, le patient fait ce qu'il veut. Là, donc, c'est une étude pour traiter les agoraphobes. Vous voyez qu'on a sur la gauche les pré-tests. Donc, on mesure la sévérité de l'agoraphobie. Et vous voyez à droite, après les 10 séances de thérapie, eh bien, vous voyez que les scores ont diminué. Donc, à post-test, on voit bien qu'on a une différence significative sur toutes les échelles de sévérité. Eh bien, ça indique que les patients agoraphobes vont mieux, qu'ils sont moins anxieux, qu'ils ont moins de pensées de catastrophe et surtout qu'ils sont plus autonomes. Est-ce que les patients viennent nous voir pour ça? Ils viennent nous voir en fait en pratique parce qu'ils veulent conduire de nouveau, parce qu'ils veulent prendre l'avion de nouveau, parce qu'ils veulent retrouver leur travail. Parfois, ils ont perdu leur travail à cause de leur phobie, à cause de leur trouble anxieux. Sachez aussi que dans les CHU, là, c'est ici donc avec le professeur Gage à la Timone, donc à Marseille, on a fait aussi des mesures pour pouvoir observer ce qu'il se passait dans le cerveau quand les patients étaient en réalité virtuelle et qu'on les traitait. Là, c'est un patient qui est acrophobe, donc la peur des hauteurs. Et vous voyez effectivement que c'est ce qu'on trouve. Il y a bien eu, grâce à la thérapie par exposition à la réalité virtuelle, une modification de l'activité cérébrale. Donc, vous pouvez voir que les zones occipitales, donc les zones responsables de la vision et donc, de la perception de la vision, et les zones donc précentrales et pariétales gauche ont été modifiées. C'est ce qu'on voit avec les couleurs que vous pouvez voir. Par la thérapie par exposition à la réalité virtuelle, ce qui veut dire que les patients ne voient plus, ne perçoivent plus les distances et les interprètent plus de la même façon du fait de la thérapie. Donc on a une preuve ici objective. Donc là, avec en TEP scan, hein, on voit qu'on injecte un produit de contraste en même temps que le patient en réalité virtuelle, que vous pouvez vraiment modifier le fonctionnement cérébral et de manière durable, parce qu'on modifie aussi la connectivité entre ces zones grâce à cette thérapie. Ce n'est pas juste des questionnaires, on a également un effet objectif. Alors, sachez qu'on peut aussi l'utiliser pour les troubles anxieux généralisés. À ce moment-là, on n'expose pas le patient à des environnements qui provoquent l'anxiété. Donc là, ce n'est pas l'avion, ce n'est pas les chiens, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la saleté. Là, plutôt, on va l'aider dans les troubles anxieux généralisés à apprendre de manière efficace la relaxation. Et bien sûr, on leur apprend dans les environnements virtuels apaisants. Là encore, le patient, ce n'est pas un film. Il peut aller où il veut. Il y a des patients qui nous disent, voilà, moi, s'il vous plaît, je vais même être près du palmier parce que c'est là que j'ai envie de me relaxer. Ah non, moi, j'ai envie de me mettre près de la mer. Ah, s'il vous plaît, le soleil, il est trop bas sur l'horizon. Je voudrais que ce soit midi. Il faut faire le soleil de midi. Et ça, c'est vous qui pouvez déclencher tout ça. Vous voyez à quel point on a un contrôle énorme sur les environnements. Alors, je sais que ça ne fait plus partie des troubles anxieux, mais comme traditionnellement, on en parle aussi dans troubles anxieux, je vous le dis, on peut traiter aussi les TOC en réalité virtuelle, c'est ce qu'on fait au CHU. Là, vous avez des photographies donc, avec les TOC pour la contamination. Elles sont souvent des personnes qui ont peur du sang. Et vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, j'ai créé des environnements virtuels donc avec du sang. Et vous voyez, il y a des taches de différentes tailles. Et d'abord du sang rouge foncé, parce que ça fait moins peur. Ah ouais, c'est sec, c'est moins risqué. Et puis après, on passe à du sang rouge vif, un peu sur la gauche, hein, qui est plus dur pour eux parce que c'est du sang plus frais et ça évoque plus des pensées dysfonctionnelles et l'anxiété. Bien sûr, on a aussi la saleté, ceux qui ont peur de la saleté, donc vous voyez, les rues des poubelles, même du vomi, hein, vous pouvez tout créer. Hein. Donc allez-y, marchez sur le vomi, touchez le vomi. C'est vraiment ce qu'on dit aux patients. Donc c'est sûr que je vous dis, ça prend un côté ludique, hein, c'est très drôle de faire parfois ces thérapies, mais ça marche, hein, c'est le but. Et surtout qu'on peut créer ce qu'on veut. Le stress post-traumatique, bien sûr, ce sont les soldats hein, qui reviennent du front avec des blessures psychiques, notamment, donc on a fait une expérience avec les soldats en Afghanistan. Vous pouvez aussi trouver des publications pour les attentats du 11 septembre. Hein.
et ça fonctionne bien sur les soldats. Et bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser sur les civils, par exemple, qui ont subi un accident de voiture. En tout cas, c'est les environnements que j'avais créés pour les soldats. Et vous voyez, j'avais recréé un Afghanistan virtuel avec un accrochage de l'unité que devait suivre le soldat avec des islamistes. Et effectivement, ça a bien réveillé l'anxiété. On a pu les aider grâce à ça. On avait fait également un TEP scan sur ces soldats français qui avaient le courage de se battre sur le front, pendant que nous, on était assis à regarder Game of Thrones. Voilà, et regardez bien, hein, on a bien une modification des zones, en fait. Et regardez bien, c'est très intéressant parce que là c'est intéressant de le dire parce que là, la réalité virtuelle a été utilisée comme outil diagnostique et d'évaluation. Donc, la réalité virtuelle, si vous travaillez en recherche clinique, peut être utilisée pas seulement comme outil thérapeutique, mais comme outil d'évaluation, puisque vous pouvez plonger pour évaluer un patient. Ici, les soldats, les plonger dans un environnement donc, qui provoque l'anxiété. Et le traitement ici, le traitement était l'EMDR. Et après, on a réévalué en réalité virtuelle avec le TEP scan et regardez, l'EMDR a modifié l'activité du cervelet. Donc, le fonctionnement du cervelet a été modifié avec une augmentation du métabolisme dans ces zones-là, ce qui montre que l'EMDR a un effet sur le cervelet et c'était efficace, hein, les patients allaient beaucoup mieux. Alors, il faut parler aussi un peu des inconvénients. Les inconvénients de la réalité virtuelle, c'est qu'on a des effets secondaires. Hein. Si vous avez déjà essayé des visiocasques chez vous, eh bien, parfois, on a un peu des patients qui ont des nausées, hein, surtout quand ils bougent trop vite. C'est ce qu'on appelle le cybermalaise ou le cyber sickness. Voilà. Autrefois, on avait des problèmes pour ceux qui portaient des lunettes très épaisses, et maintenant, c'est bon, ils peuvent porter des lunettes dans leur casque. Et la contre-indication, c'est l'épilepsie photosensible. Ne mettez pas un épileptique photosensible avec un casque. Il va convulser. Voilà, je vais vous... on a encore le temps, ça. Je vais vous montrer une vidéo qui résume, en fait, concrètement ce que c'est que la réalité virtuelle quand on traite les patients en réalité virtuelle en réanimation. Alors, c'est une représentation artistique, hein. Ce n'est pas nos patients, ça. Hein. On ne voit pas des patients en 3D. Hein. Voilà. Alors, donc la patiente arrive au CHU, soit à la PHM pour le professeur Pellissolo, donc, ou à Créteil, ou à la PHP, ou la PHM pour moi. Et bien sûr, on va chercher des critères d'exclusion. Critères d'exclusion, donc, ça va être épilepsie photosensible, justement. Hein. Et on va établir le diagnostic de la patiente et l'évaluation de la sévérité. Donc, on utilise la réalité virtuelle pour les phobies, le trouble anxieux généralisé, le stress post-traumatique, les TOC, et aussi pour les addictions, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Souvent, quand on fait une étude clinique, on compare par rapport à une exposition classique. Mais là, quand c'est vraiment de la pratique clinique, on fait juste une exposition en réalité virtuelle. Bien sûr, à l'hôpital, il faut que nous ayons les visiocasques, hein, et il faut avoir un PC. J'ai bien dit un PC. Hein. Voilà, pas la marque à la pomme empoisonnée. Hein. Voilà, donc avec votre PC, vous... donc, vous traitez votre patient. Vous avez besoin aussi du visiocasque. Donc, il faut juste 2 éléments. Il vous faut un PC et un visiocasque. Alors, souvent, on mesure dans la recherche clinique la sévérité avec des questionnaires, donc un pré-test, mais pas en pratique clinique. Vous pouvez aussi mesurer le rythme cardiaque, ce qui est très utile pour voir exactement ce que ressent le patient, parce que parfois, il vous dit « Oui, je vais bien, je vais bien », alors qu'en réalité, il est en tachycardie et il ne va pas bien. Une fois que ça démarre, alors on ne plonge jamais le patient en réalité virtuelle tout de suite. On fait d'abord 5 séances de psychothérapie où on leur enseigne les outils. Sinon, ça ne servirait à rien. Donc, on leur apprend pendant 5 séances la thérapie cognitive, avec bien sûr la psychoéducation, la relaxation, la gestion des émotions, l'auto-instruction, l'imagerie mentale. Et quand c'est terminé, ce qui prend 5 séances, donc j'ai bien dit 5 séances sans réalité virtuelle, et que le patient est prêt et commence à comprendre qu'il peut penser différemment et qu'il peut gérer différemment ses émotions, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on les met en réalité virtuelle pour qu'ils puissent justement utiliser les outils qu'on leur a enseignés. Alors voilà, vous avez donné l'accord, votre patiente peut mettre le visiocasque sur sa tête et voir donc les environnements virtuels qui sont gérés par votre ordinateur. Il faut également qu'elle utilise un contrôleur ou un joystick parce que
Elle peut se déplacer physiquement, mais bien sûr dans les limites de votre cabinet. Donc, à moins que votre cabinet fasse la taille d'un terrain de football, ce que je vous souhaite, votre patient va se heurter à des murs. Donc, il faut que votre patiente ait quand même un contrôleur pour se déplacer, c'est-à-dire avancer et reculer, plus que la distance réelle de votre cabinet ou votre bureau. Alors, vous voyez, quand la patiente bouge sa tête, eh bien, le paysage se déplace de manière concomitante. Donc, effectivement, ça donne vraiment l'impression qu'on est dans l'environnement. Ça donne vraiment l'illusion d'être présent dans ces environnements virtuels. Ce qui est important sur le plan thérapeutique, il faut que votre patient il y croit, qu'il ait l'impression d'être là pour ressentir les mêmes émotions. Ouais, donc, quand la patiente appuie sur un bouton du contrôleur, elle va avancer. Et quand elle appuie sur un bouton du contrôleur, elle va reculer. Et après, elle va où elle veut, hein, je le redis encore. Hein. On ne contrôle pas les déplacements. Le patient va où il a envie. Alors souvent, on commence par les environnements neutres pour qu'ils s'entraînent, hein, alors la nature, les oiseaux, etc. Et puis quand ils sont prêts, on commence vraiment à les exposer à des environnements virtuels, des environnements qu'ils redoutent. Hein. Donc ceux qui les évitent en général, pour qu'ils ressentent de l'émotion, en général de l'anxiété, et qu'on puisse justement les aider à mieux gérer ces émotions et qu'ils puissent pratiquer les outils. Donc bien sûr, pour les claustrophobes, agoraphobes, ça va être l'ascenseur, avec des avatars qui rentrent à l'intérieur. Le patient doit appuyer sur les boutons. Il a le temps de réviser les méthodes et vous lui faites réviser parce que vous discutez avec lui. Hein. Le médecin n'est pas silencieux. Hein. Il y a un échange pendant l'exposition. Et vous voyez ce que voit le patient sur votre écran de PC pour le guider. Voilà, donc le supermarché pour les agoraphobes, hein, parce qu'ils ont peur d'être enfermés, ils ont peur aussi de faire une attaque de panique. Donc il faut qu'ils passent par la file d'attente. Donc il y a une file d'attente, hein, vous voyez. Alors, il n'est pas nécessaire que ce soit 100% réaliste, hein, comme le professeur Pellissolo l'a demandé, l'a précisé. Il vous suffit d'avoir des éléments pertinents, voilà, le monde, etc. Le désert, mais là, c'était surtout pour les Australiens agoraphobes qui avaient peur du désert australien. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment s'appelle le désert australien? C'est l'outback. Hein. Donc, j'avais recréé le désert. C'est pour vous montrer que vous pouvez créer ce que vous voulez. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de limite à votre capacité créatrice pour traiter les patients. Le métro qui est très demandé par les agoraphobes et les claustrophobes, et vous voyez que toutes les étapes y sont, c'est pas juste je rentre dans le métro, hein. C'est j'achète mon ticket, je passe par les portiques, j'attends dans la station, je monte. Donc toutes les étapes sont recréées. Hein. C'est ça qui est important pour la thérapie. Et vous pouvez aussi même recréer des événements interoceptifs, c'est-à-dire que le patient va entendre des bruits de cœur, va avoir une vision floue, ce qui peut arriver quand on est très anxieux. Donc vous pouvez également simuler des événements interoceptifs pour accentuer l'anxiété sans atteindre un niveau trop élevé, parce que le but, c'est pas d'être sadique, hein. Le but, c'est pas de torturer votre patient, hein, mais de le traiter. Hein. Voilà, donc on a vu le parking souterrain, le cinéma, vous avez même un cinéma virtuel. Alors, encore toutes les étapes, ils sont, hein, ils n'arrivent pas dans le cinéma. Ils rentrent dans le cinéma, la file d'attente, ils achètent le ticket. Parce que souvent, le patient va anticiper à l'avance. On sait bien qu'il y a toutes ces étapes avant l'environnement, avant l'événement, parce que vous allez aider votre patient à gérer ses émotions et ses pensées qui sont tournées vers l'avenir, qui sont tournées vers l'anticipation. Je vais rester coincé, je vais faire une attaque de panique, je vais perdre le contrôle. L'avion, qui est alors c'est très demandé, hein, bien sûr, hein, c'est ultra demandé par les patients. Hein. Donc, il s'assoit, il va où il veut. Vous contrôlez la mise sur le tarmac, vous contrôlez la fermeture des sas, vous contrôlez le décollage, vous contrôlez les turbulences en fonction des ressentis du patient, en fonction des progrès du patient. Le patient peut se lever d'ailleurs au cours du vol. Hein. Il n'est pas prisonnier. Hein. C'est très important ça aussi. Hein. Enfin, ce qui est très demandé sur la planète Marseille, alors je ne sais pas où dans votre ville, mais sur Marseille, on a des conducteurs qui ont une réputation internationale et on a beaucoup de patients qui ont peur de conduire, c'est vrai. C'est au moins 20%, hein, donc ce n'est pas une plaisanterie. Et de ce fait, c'est important de pouvoir les traiter. Donc, effectivement, on a aussi des autoroutes virtuelles. Et vous avez vu tout à l'heure dans la photographie qu'il y avait de vrais volants pour vraiment les aider à reconduire. Alors là, c'est un patient qui m'avait demandé, est-ce que vous pouvez me créer un environnement où je conduis sur les ponts en hauteur? Parce que parfois, ils ont peur des hauteurs en conduisant. Et oui, c'est possible. Hein, j'ai donc construit ces ponts que j'ai mis en place et le patient s'y confronte. On a aussi ceux qui ont peur de s'exprimer en public, la phobie sociale. Pas de problème, vous voyez, si c'est possible, les patients montent sur le pupitre, ils ont appris un discours au préalable et ils vont déclamer leur discours devant, vous voyez, ce public qui va les observer de manière critique, alors qu'ils sont en fait dans votre bureau et donc vous pouvez lui faire réviser les méthodes.
Pour les TOC, donc je vous avais parlé des taches de sang, vous voyez des petites taches de sang plutôt noires, plutôt anciens, puis on progresse, hein, vous voyez le progrès, hein, en fonction de l'évolution du patient, des taches plus grandes, il faut que le patient marche dessus, allez, marcher sur le sang, marcher sur le sang. Et bien sûr, on le fait réviser les méthodes en même temps, puis maintenant des taches plus grandes, dans un milieu fermé, c'est de plus en plus vif, et enfin une grosse tache de sang bien rouge vif, hein, il faut que le patient marche dessus. Et c'est comme ça qu'on traite les patients. Puis une patiente m'a dit un jour, je voudrais des personnes ensanglantées. Et là, vous voyez, pas de problème, allez, des personnes ensanglantées. Et ça l'a aidé à progresser. Elle avait retrouvé, je me souviens, son travail grâce à ça. Voilà, c'est un cas très rare d'une patiente qui avait une frigophobie. Alors, c'est pas la peur des frigidaires, c'est la peur du froid. Incroyable, comme quoi vous pouvez trouver de très nombreuses phobies. Donc, je l'ai exposée à des environnements que j'avais créés de frigidaires et d'air conditionné, parce qu'elle avait peur des airs conditionnés. Donc, vous voyez, j'ai bien recréé l'air conditionné avec un peu l'effet de particules de l'air pulsé. Et ça a très bien marché pour cette patiente qui s'est progressivement exposée à l'air froid. Enfin, dernier cas que j'ai publié très récemment avec le professeur Burgess de l'Université de Floride, c'est pas seulement une patiente qui ont peur de nager, donc vous pouvez le faire aussi, bien sûr. On voit des patientes qui ont peur de nager et on les traite aussi en réalité virtuelle. C'est bien sûr la peur des... Je vous écoute. Des requins. Donc, j'ai traité comme ça une patiente qui avait peur des requins. Pourtant, c'était une patiente qui vivait à Marseille, donc en Méditerranée. Mais malgré tout, du fait du fameux film de Spielberg, elle avait très peur de se baigner parce qu'elle imaginait qu'il pourrait y avoir des requins. Donc, vous voyez, le requin passe à côté et la patiente apprend à nager. Donc, ouais, c'est tout à fait possible en réalité virtuelle. Et ça a marché, on l'a publié. La peur, alors non pas la peur des poules, mais la peur des oiseaux en général. Alors là, alors tout est possible. Le nombre de poules, les moineaux, on en met plein ensemble, la patiente s'expose. Ouais, c'est très drôle aussi, on s'amuse parce que les crises de fou rire sont garanties parfois en thérapie. Mais tant mieux, parce qu'il faut que ce soit amusant aussi, il faut que ce soit un jeu la thérapie. Alors il y avait une patiente qui avait demandé des oiseaux qui volent, parce qu'elle avait peur qu'ils passent au-dessus de sa tête. C'est tout à fait possible, vous voyez. Allez, des oiseaux qui volent, on y va. Hitchcock. Oh oui, Hitchcock. Effectivement, ça pourrait être ça. Et enfin, il y a une patiente qui m'a demandé comme ça, est-ce que je peux prendre la poule dans mes bras, docteur? Eh bien, allez-y, prenez la poule. Et elle a pris la poule. Et elle était contente. C'était une victoire. C'est très drôle, mais pour eux, c'est vraiment un challenge. Et ils sont fiers d'avoir réussi. Pardon, quand vous dites prendre, vous utilisez aussi beaucoup les capteurs. Alors, quand je dis prendre, c'est avec le contrôleur. Donc, le contrôleur leur permet de prendre des objets, comme la poule. Le contrôleur, le joystick, ils ont dans la main. Voilà, juste avant, on a vu les environnements pour la relaxation. Là, c'est vraiment pour l'addiction. Donc là, je ne vous en parle pas trop parce que ce n'est pas le but du sujet, du cours, de la conférence, pardon. Mais vous voyez que c'est possible aussi avec l'addiction. Alors évidemment, on les expose à des environnements de fumée, de tentation. Donc là, ce n'est pas les environnements anxiogènes, mais les environnements de tentation. Donc là, c'est les soldats français qu'on avait exposés, qui étaient partis en Afghanistan. Et vous voyez, ils ont vraiment un ordre de mission, qui est de suivre leur unité dans un environnement qui représente l'Afghan, de subir un accrochage avec des tirs, de voir des blessés dans leur unité. C'est terrible ça pour eux. La riposte, ce qu'on appelle de la boule de feu dans le terme professionnel, et le show-force, le passage des rafales. Vous voyez, tout y est, vous pouvez tout créer. Il n'y a pas de limite à votre imagination pour aider les patients. Là, c'est avec le docteur Mestre de l'USM, la faculté de Lumini, donc du CRVM, et avec le docteur Mestre, donc on avait traité les patients cette fois-ci avec, comme on vous l'avait vu tout à l'heure, le TEP scan, ici le professeur Gage de la Timone. Donc le but, c'était effectivement de traiter les patients et de voir donc ce que cela modifiait dans leur activité cérébrale. Donc la patiente ici, donc acrophobe, peur des hauteurs, passe le test. Ensuite, vite, on mesure la présence des positrons dans son cerveau. Et vous voyez, la réalité virtuelle peut se faire avec un casque, mais peut se faire aussi dans une pièce. Ça, on fait ça dans les grands centres de recherche comme donc, à Lumini, donc à l'ISM, où là, c'est la pièce entière qui a un écran géant. Mais ça se fait pas en pratique clinique parce que ça coûte beaucoup trop cher. Il faudrait une pièce gigantesque. Mais sachez qu'il y a des variantes au casque qui sont les pièces qu'on appelle des caves. Et regardez bien comme les patients, donc leur comportement, c'est ça qui est intéressant là. Vous voyez leur comportement là. Regardez comme ils marchent bien lentement, ils sont bien vigilants. C'est la preuve qu'ils y croient. On voyez bien à quel point ils y croient. Là, regardez le patient, pour lui, c'est un challenge. Il va enjamber. Oui, il a enjambé le vide. Donc, regardez bien la séance d'après. Attention, regardez bien là. Hop, vous avez vu ce geste? Il a voulu se raccrocher à une rambarde qui n'existe pas. Ce qui prouve bien qu'il avait bien l'illusion
de la réalité, en fait. Là, une patiente qui, à la fin, vous voyez, elle met les rambardes, puis non, elle ne l'aimait plus. Et donc, elle est au-dessus de ce vide virtuel. Voilà, donc c'est ce qu'on fait à la PHM, mais aussi à l'ESM, à la faculté de Lumini. Et c'est ce que donc fait aussi le professeur Pellissolo. Là, maintenant, vous avez une idée concrète. Voilà, si le président de séance est d'accord, je vais aborder maintenant l'avenir, hein, parce que aussi là, Alors, si possible en 2-3 minutes, parce que 2-3 minutes. c'est bien d'avoir des questions éventuellement. Absolument. Donc, Désolé. on va faire ça en 3 minutes. L'avenir, c'est bien sûr de traiter d'autres pathologies comme la dépression, c'est le faire avec l'activité sportive en réalité virtuelle comme le vélo. C'est qu'il y ait la téléconsultation, et ça va être possible dès cette année, c'est-à-dire que vous, médecins, vous pouvez, depuis votre cabinet ou chez vous, traiter un patient qui a le visocasque chez lui et qui a les environnements virtuels chez lui. Ce sera possible dès le mois de juin, dans 3 mois. Accès aux professionnels, c'est-à-dire que vous ayez le matin, je forme, et le professeur Pillesolo aussi, je pense, forme des professionnels à ça. L'imagerie cérébrale, on l'a vu tout à l'heure. Utiliser de plus en plus d'interfaces comme le vélo, les stations de locomotion omnidirectionnelles, stimuler plus de sens comme l'olfaction. Et bien sûr qu'il y a la présence d'un thérapeute virtuel, que un jour, vous, médecin, vous soyez dans l'environnement avec votre patient et que ce soit votre avatar qui soit présent. La téléprésence, contrôler des robots, ça on en parlera, mais en tout cas, vous voyez, ça permet de faire des visites virtuelles. Donc, vous voyez, les professeurs, comme le professeur Pellisso, n'a même plus besoin de venir à l'hôpital. Il utilise un robot de téléprésence pour faire les visites et voir ses patients. C'est pas ce que vous faites un jour peut-être. Et voilà. Et en plus, je vais finir sur ça, c'est que bien sûr, vous, médecins, vous puissiez créer vous-même les environnements virtuels pour vos patients, si vous avez des demandes spécifiques ou pour la recherche. C'est vraiment l'avenir. C'est pas seulement que vous le fassiez, mais que vous soyez vous-même créateur et les patients aussi, puisque les patients ont des outils déjà sur des consoles de jeux. Là, c'est Dreams sur PlayStation 4. Et vous voyez que les patients aussi dans l'avenir pourront créer eux-mêmes leurs environnements virtuels avec des outils simplifiés, parce que c'est ça le 21e siècle, c'est le siècle des makers, c'est le siècle des créateurs. Alors pour la littérature, sachez que j'ai publié avec M. Oppenheimer aux éditions Odile Jacob un livre qui explique toute la thérapie en pratique, un livre pratico-pratique qui est sorti avec l'édition Odile Jacob, donc est disponible dès maintenant. Et dans le futur, on va sortir un livre aussi sur la peur de conduire. Voilà, c'était les 30 secondes égocentriques, mais quand même informatives. Voilà, je tiens à remercier le professeur Pellissolo, notre président de séance, hein, Madame Anglade pour l'organisation, et bien sûr mon chef de service, le professeur Lançon. Merci beaucoup, Eric, vraiment pour cette présentation dynamique et très représentative, je pense, de tout ce qu'on peut faire. Alors, ce qu'on peut faire quand on a à la fois le matériel et puis vos compétences, parce que la capacité à créer des environnements, malheureusement, nous, on ne les a pas. Et donc, il faut travailler avec éventuellement d'autres professionnels. C'est ça qui peut se faire dans le cadre de réseaux ou de partenariats. Moi, j'aurais plein de questions, mais je pense qu'on va proposer à nos collègues d'en poser également. Je vois une question de Bruno Étain. Alors, je vais juste en poser une déjà, ce qui est sur votre expérience de patients qui seraient éventuellement pas répondeurs, c'est-à-dire qui ne pourraient pas se sentir immergés, parce qu'on en voit de temps en temps des gens qui vous disent, comme vous disiez, qu'ils n'y croient pas, qui n'arrivent pas à entrer. Alors, est-ce que c'est parce qu'on fait mal ou parce qu'il y a vraiment une partie des patients qui ne seraient pas du tout capables, pour des raisons de flexibilité cognitive ou je ne sais quoi, de se projeter dans un environnement virtuel en ayant une présence sur Alors, oui, effectivement, vous avez raison. Hein, ça arrive parfois, c'est rare, mais ça arrive, il y a des patients qui n'y croient pas, qui vont dire non, mais c'est un jeu vidéo, votre environnement là. Alors, ça peut arriver. Alors, malgré tout le mal que vous vous êtes donné, si ça arrive, c'est pas votre faute, vous êtes pour rien. Et même si les environnements sont réalistes, il y a des personnes qui, comme quand elles lisent un roman, quand elles voient un film, elles prennent trop de distance, elles n'y croient pas. Alors, malgré tout, ça peut fonctionner quand même. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut dire aux patients, c'est, écoutez, tant pis si vous n'y croyez pas, mais les pilotes de chasse eux-mêmes, en simulateur, ils n'y croient pas. Mais les compétences qu'ils ont acquises en simulateur leur permettent de piloter un vrai avion. Bien, voilà les choses comme ça. Ça vous permet après de pouvoir vraiment utiliser les méthodes dans une vraie situation. Ok. Alors, Bruno Étain vous demandait, est-ce qu'il est possible de traiter les stress post-traumatiques post-réanimation, donc d'avoir des environnements de réanimation? Est-ce que vous en avez déjà utilisé? J'imagine, sinon, il faut les créer, c'est ça, pour les traumas post-réa? Alors, effectivement, c'est de plus en plus. Alors,
je le fais, mais comme le professeur Pellisso l'a dit, il y a des sociétés qui le proposent, donc c'est pas la peine que vous sachiez créer. Des sociétés vous proposent directement comme Sit2Care, InVirtuo, etc. Et dans les environnements Sit2Care, si je me rappelle bien, il y a déjà effectivement une salle de réa. Donc c'est déjà disponible et effectivement, vous avez une salle de réanimation pour ceux qui ont été traumatisés par un réveil trop brutal ou trop dur en salle de réa. Alors, je crois qu'il y a une question qui est sur la fluidité des environnements. Est-ce que, en gros, la qualité maintenant de ce qui existe, effectivement, permet de ne pas avoir de saccades ou de problèmes de transmission comme on a parfois sur Zoom, Ah oui. au niveau de la qualité, je dirais, et notamment du fameux décalage entre souvent le mouvement du patient et ce qu'il voit sur l'écran. C'est des problèmes que vous-même, le professeur Pellissolo, on a connu au début des années 2000, mais maintenant, ça fait déjà des années que c'est fini, ça. Les PC, maintenant, sont tellement puissants qu'on n'a plus du tout de problème comme ça. Par contre, il faut bien comprendre que ça demande, si vous voulez vous lancer, hein, d'acheter un PC puissant, c'est-à-dire un PC de gamer, en fait, les mêmes PC qui servent à jouer aux jeux vidéo et qui ont une bonne carte graphique. Ouais. Les inférences cognitives dépendent du morphisme biologique. Y a-t-il un intérêt particulier à la thérapie virtuelle? Oui, alors, j'ai peut-être pas bien compris, Mircha. Quel est l'avantage d'une thérapie virtuelle par rapport à un face-à-face classique? Je pense peut-être à ce moment-là en dehors des TCC ou peut-être préciser un petit peu, Mircha, si. Ouais, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Les inférences cognitives dépendent du morphisme biologique. C'est une question très philosophique qui me dépasse là. Mais en tout cas, si c'est par rapport au face-à-face, le face-à-face, vous l'avez, puisque je l'ai bien dit, vous ne mettez pas le patient d'emblée en réalité virtuelle. Vous avez bien 5 séances de face-à-face. Donc, vous apprenez justement, vous écoutez les problématiques du patient naturellement, et vous apprenez, vous enseignez aux patients les techniques de gestion des émotions, de thérapie cognitive, etc. Donc, il y a bien toute une phase qui dure comme 5 séances, hein, qui se fait en face à face. Et à quel point vous mêlez l'exposition à la réalité virtuelle avec l'exposition in vivo pendant la thérapie, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Est-ce que vous leur donnez des consignes d'exposition en réalité entre les séances ou pas du tout, c'est à la fin, pour l'association avec l'in vivo? Alors, pour l'association à une vraie exposition dans la réalité, effectivement, ça se fait en fonction de votre ressenti en tant que thérapeute. Si vous sentez que le patient est prêt assez rapidement, vous pouvez faire superposer vos séances de réalité virtuelle avec des consignes données au patient pour qu'il le fasse dans la réalité, qui sont les mêmes d'ailleurs que la réalité virtuelle, hein, pour récif, etc. Et sinon, si ça prend plus de temps, là, vous le direz à la dernière séance. Ok. Et peut-être avant de terminer, peut-être de repasser la parole à Marion si elle avait des questions. Fanny Argueta nous demande s'il existe des programmes pour traiter l'anxiété sociale, j'imagine, ou en tout cas des programmes d'entraînement aux habilités sociales. Vous avez parlé un peu des environnements d'expression publique, oui, en effet. Il y en a un certain nombre. Enfin, vous les utilisez couramment ou pas? Absolument, on reçoit régulièrement des personnes qui ont des phobies sociales, mais on pourrait tout à fait l'utiliser également chez un schizophrène stabilisé qui aurait des difficultés dans les conditions sociales, hein. Donc oui, on les utilise et ça va être pas seulement un discours devant un public, mais parfois des classes avec différentes personnes, un nombre différent de personnes, et aussi les entretiens professionnels. Donc oui, c'est tout à fait utilisable dans les phobies sociales ou tout ce qui ressort de la cognition sociale. Alors, même si les environnements là sont quand même d'un niveau de sophistication, que si on voulait avoir vraiment des interactions avec des avatars et donc capter les émotions, échanger les émotions, évidemment, ça demande des programmes quand même un petit peu plus complexes. Absolument. Mais il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Tout à fait. Alors, peut-être encore une fois avant de terminer, Johan qui nous parle de la phobie de la voiture, dont vous avez parlé, qui est vraiment, je crois, un problème sous-estimé parce que très fréquent. Et donc, les simulateurs, il nous dit que les simulateurs, c'est vrai que ça existe en auto-école, hein, qui ont des systèmes à peu près équivalents, et que ce sont toujours des procédures de soins efficaces. Tout à fait. Mais après, les moniteurs d'auto-école ne sont pas formés. Parce qu'on reçoit des patients qui arrivent. Ah oui, je suis allé faire le moniteur, il n'a pas su me gérer quand j'avais l'anxiété, il m'a mal expliqué, il était trop brutal. Bon, ça n'aide pas toujours, hein. C'est pas suffisant l'auto-école. Bien sûr. Et puis, dernière question, quelle formation à l'utilisation de l'outil numérique et quel coût pour l'outil? Je crois que vous l'avez déjà un petit peu dit, mais vous pouvez peut-être préciser. Alors, les formations, donc, bien sûr, on les organise. Alors, en tout cas, de mon côté, on le fait soit avec l'entreprise Sit2Care. Donc là, il suffit d'aller sur leur site, hein,
Et régulièrement, on fait des formations une fois par mois, une fois tous les 2 mois. On forme des professionnels ou des chercheurs. Ça dure une journée, donc ça prend une journée complète, hein. Et après, vous êtes totalement formé à utiliser la réalité virtuelle dans votre cabinet ou dans votre hôpital. Voilà. Très bien. Donc, Johan nous signale qu'il le fait en tant qu'infirmier, qui effectivement, ça peut être des formations accessibles à l'ensemble Oui, absolument, c'est des vrai. On a donc soignants des qui connaissent en médecins, tout des cas infirmiers, la tout à fait. psychothérapie. Très bien. Bah, écoutez, ça s'est passé très vite, donc on arrive à la fin. Est-ce que Marion Leboyer veut faire la conclusion, j'imagine Juste pour vous remercier tous les deux, c'était une conférence extrêmement enrichissante. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, donc un grand, grand merci. On aurait envie effectivement de continuer plus longtemps et d'en savoir encore plus. Je pense que si vous pouvez nous envoyer des informations sur où est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a des formations, qu'est-ce qu'il faut lire, etc., ça peut être extrêmement important pour tous ceux qui ont écouté et qui vont réécouter, puisque je vous rappelle que cette conférence va être visible sur le site de la Fondation fondamentale. Donc, on peut tout à fait l'enrichir de toutes les informations que vous pouvez nous communiquer. Donc, un grand merci à tout le monde d'être resté. Personne n'est parti, hein, donc je pense que tout le monde était aussi passionné que moi, puisque personne n'a bougé. Et on vous donne rendez-vous le 7 avril, je crois, pour la prise en charge des hallucinations. Donc, un autre sujet avec, j'espère, encore aussi beaucoup de contenu et de nouvelles stratégies thérapeutiques pour qu'on prenne tous en charge de mieux en mieux nos patients. Très bon après-midi à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Portez-vous bien.